Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je me présente, Zahira Guérénic, directrice régionale Afrique francophone chez Elsevier. Je voudrais, avant de commencer notre présentation d'aujourd'hui, présenter l'équipe Elsevier présente avec moi dans ce workshop. Donc, je vais commencer par Madame Lucia Scombe. Je pense que pratiquement beaucoup de participants la connaissent. Notre consultante senior et qui couvre donc toute l'Afrique. Nous avons avec nous aussi Madame Nadine Eskander, donc, qui est aussi consultante et qui couvre donc l'Afrique francophone. Donc, la bonne nouvelle est que Nadine est francophone. Donc, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour remercier chaleureusement l'équipe INIST au nom de toute l'équipe Elsevier. Madame Touraya Slimani, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, Monsieur Hichem Boutrecher et Monsieur Rachid Aïssi, pour leur implication, leur support continu et surtout pour l'efficacité dans l'organisation et la planification des formations, webinaires et visites sur site. Nous sommes d'ailleurs en train de planifier justement ensemble avec l'équipe INIST un webinaire dans la semaine qui va suivre, dédié aux éditeurs marocains, donc qui va se concentrer sur les critères de sélection des revues indexées sur Scopus. L'approche Elsevier de renforcement des capacités dans le cadre de notre partenariat, donc partenariat avec INIST, s'exécute via des formations ou des workshops sur site, ainsi que des, je dirais, des formations, des webinaires à distance. Nous avons d'ailleurs organisé, exécuté un planning de formation sur site sur l'ensemble du territoire marocain. Donc, ça s'est passé en novembre et décembre dernier. Une visite qui a duré 3 semaines, où nous avons formé les chercheurs marocains sur l'utilisation des solutions d'Elsevier, Scopus, Sciences Directes et Mendeley. Une participation qui se chiffre à plus de 1000 participations sur les 3 semaines de formation. Durant aussi la période du confinement, nous avons aussi organisé, donc, en collaboration avec l'INIST, un programme de, je dirais, webinaire, donc formation à distance, avril, mai et juin, qui ont donc traité différents sujets, où nous avons pu enregistrer un très grand nombre aussi de participants, même si donc, les formations ont été effectuées à distance, des chercheurs marocains, donc plus de 3000 participants sur les 3 mois, je dirais, de webinaire, ce qui est énorme. Donc, merci. Nous tenons vraiment à vous remercier de votre confiance. Donc, avant d'introduire le sujet de notre workshop aujourd'hui, je voudrais aussi, au nom de toute l'équipe Elsevier, vous remercier de votre participation à cette séance, ainsi que votre implication. Nous avons enregistré, je pense, c'était hier, plus de 166 inscriptions de différentes universités marocaines, Université Kadi Ayed de Marrakech, Moulay Ismail de Meknès, École Polytechnique d'Agadir et d'autres universités aussi. Donc, le sujet de notre workshop d'aujourd'hui est de parler de comment améliorer la visibilité internationale des universités marocaines à travers Scopus. Comme vous le savez, donc, le classement des universités peut avoir une forte influence sur, tout d'abord, donc, la motivation des étudiants potentiels dans leur processus de sélection d'une université. Et deuxièmement, donc, un impact sur la recherche en elle-même, les décisions de financement, ainsi que sur le prestige et la possibilité de collaboration des universités marocaines. Par conséquent, il est essentiel que les établissements, donc les universités, s'assurent que les données les concernant soient donc précises, centralisées et faciles à trouver. Donc ça, c'est très important. C'est le but aujourd'hui, bien sûr, de notre workshop d'aujourd'hui. Donc, les chercheurs doivent être aussi impliqués dans ce processus
tout comme donc les équipes informatiques des différentes universités, donc les départements RH, très importants, et aussi les départements de gestion de l'information. Donc, travailler en équipe et utiliser des systèmes dédiés, qu'ils soient locaux ou tierces, peut aider à garantir aussi qu'une université arrive à son meilleur classement possible. Donc, encore une fois, donc, merci beaucoup. Je donne sans plus tarder la main à ma collègue Lucia donc, pour entamer la présentation. Donc, Lucia, you have the hand. I think Hisham will speak first. Hicham, oui. Yes, yes. I will just share my screen. OK. Voilà, merci beaucoup Zahira pour cette introduction qui traduit bien l'objectif de l'atelier. Merci Nadine d'être avec nous et du support qu'on a eu de votre part. Lucia aussi, qui est la spécialiste des questions techniques, en particulier relatives à la question d'amélioration de la visibilité à travers la correction des affiliations au niveau de la base de données Scopus. Je suis encore aujourd'hui heureux de constater l'accueil de très grande qualité, que ce soit en nombre ou en qualité des participants. Donc nous avons bien sûr des représentants de l'ensemble des universités publiques et privées, mais aussi des institutions de recherche hors universitaires. Nous avons aussi les équipes spécialistes des questions de la visibilité au niveau des structures de recherche et donc de la valorisation. Encore aujourd'hui, malheureusement, Madame Alami, notre directrice par intérim, n'est pas parmi nous. Elle est encore impliquée dans des réunions en présentiel très urgentes au niveau du ministère. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de communiquer à propos d'un projet qui a aujourd'hui maintenant quelques années de maturation, qui est porté par l'IMIST CNRST, inscrit dans la stratégie 2018-2022 du CNRST. Il s'agit de l'amélioration de la visibilité internationale des institutions de recherche marocaines, notamment sur l'aspect correction des affiliations et au niveau des bases de données internationales. Je voudrais juste m'assurer, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Très bien. Oui, Hicham. Très bien. Donc, par rapport à ce projet, nous allons parler des origines, comment l'idée est venue, la démarche qui a été jusqu'à maintenant adoptée, et puis certains résultats que nous considérons comme très prometteurs et des perspectives de pérennisation et de capitalisation. À noter aussi que Monsieur le ministre Ouaouisha suit de très près l'évolution de ce projet. Il reçoit régulièrement des rapports d'évolution, des rapports d'étape dans ce sens. Donc voilà, sans plus tarder, pour parler de visibilité, on est obligé de parler de compétition entre universités, mais d'abord chercheurs et ensuite pays. Pour pouvoir, on va dire, concourir sur les ressources aujourd'hui qui sont aujourd'hui disponibles au niveau international, que ce soit des ressources financières ou même des ressources humaines, parlant de chercheurs, d'étudiants, mais aussi de partenariats de qualité. Il faut donc l'impératif qui est aujourd'hui très important, c'est de pouvoir se comparer. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure et quel est le crédit qu'on peut accorder aux données qu'on manipule. Donc, le modèle aujourd'hui qui est prédominant, c'est celui de l'évaluation par les pairs. Donc, un travail scientifique n'est considéré comme valable et de qualité que lorsqu'il est approuvé par les pairs dans le cadre de revues qui sont à comité de lecture, qui sont elles-mêmes sujettes à évaluation au niveau des bases de données bibliographiques et de citations, comme celle de Scopus et autres. Alors, ces bases de données nous permettent de calculer des indicateurs
qui eux aussi participent à la construction des classements qui justement servent la visibilité et donc la possibilité de faire cette compétition à l'international. Donc les rankings, il y en a énormément. Il y en a qui s'intéressent beaucoup plus aux institutions, mais il y en a aussi qui s'intéressent au niveau pays. Mais en tout cas, tous ces rankings utilisent de façon plus ou moins importante des indicateurs issus des bases de données bibliographiques. Donc, j'ai pris ici le cas du Time Higher Education Ranking, dont la note directement liée aux données bibliométriques est de l'ordre de 36%. Vous voyez ici les deux composantes, recherche et citation. C'est dire que l'importance de l'information bibliométrique au niveau de la visibilité des institutions et des pays. Au Maroc, la question de l'évaluation de la recherche remonte aux travaux de la Commission spéciale éducation-formation. Ensuite, lors de la première réunion du comité permanent interministériel de la recherche et du développement technologique, il y a eu une résolution de procéder à l'évaluation globale du système national de la recherche. Chose faite, en 2003, 2004 et en 2009, il y a eu deux évaluations externes, la première par l'IRT et la deuxième par une équipe chapeautée par professeur Sharqawi, alors directeur de recherche au niveau du CNRS, la première sur les sciences exactes, naturelles et de l'ingénieur, et la deuxième sur les aspects sciences humaines et sociales. Ça a coïncidé, heureusement, avec le montage des activités, le lancement des activités de l'INIST. Nous avons pu assister aux restitutions de ces travaux et nous avons tout de suite relevé un certain nombre d'observations et de manquements qui ont entaché ces travaux-là. Et dès le début, cette question de visibilité et de libellé des adresses est sortie comme étant un sujet problématique. Donc, l'équipe qui était présente là, donc, dirigée par Sissi Hadaoui, aujourd'hui en retraite, avait déjà soulevé cette question de visibilité et de son importance pour donner une image réaliste de la production scientifique nationale. On parlait déjà à ce moment-là de normes marocaines d'affiliation. Donc, toutes ces questions-là ont été discutées, partagées avec la communauté, et j'ai envie vraiment de décrire de quoi on parle. Si on s'intéresse par exemple à la production scientifique du Maroc, on va tout naturellement choisir une base de données bibliographique significative, comme Scopus ou Web of Science. Nous allons poser la question au niveau du champ pays, mais comme on sait aussi, de par notre expérience, que pour les raisons qu'on va expliquer par la suite, que le Morocco peut s'écrire ailleurs que dans le champ pays. Et si on ajoute une interrogation partant plutôt de l'institution, on va découvrir qu'il y a un ensemble de publications, un corpus qui peut être très significatif, qui est tout simplement invisible des rankings et des systèmes de classement. Donc, ce cas-là, cette application qu'on a fait relativement rapidement, relève que ce qui est invisible peut être très intéressant, peut avoir une visibilité très significative. Donc, on a commencé à nous intéresser à cette question. Nous avons découvert aussi par la suite que le manque à gagner pouvait être bien plus important qu'on le pensait. Quelques explications à cette situation. Donc, ce problème d'invisibilité d'une partie du corpus peut émaner du chercheur lui-même, de celui qui soumet le manuscrit. Il peut faire des erreurs, mais il peut aussi tout simplement écrire son adresse de façon différente à chaque fois. Ça peut être au niveau de la revue et de la plateforme technique qui va acquérir le manuscrit, qui va le formater parce qu'il y a des restrictions et des limitations des plateformes. Et ça peut être aussi au niveau de la base de données bibliographique qui va acquérir les données de la revue qui est indexée, mais qui va devoir
on oublie la notice pour des raisons analytiques évidentes qu'on soupçonne par la suite. Il y a aussi la génération des fichiers profils. Quel est le corpus dédié à chaque auteur, comment on peut identifier cet auteur, à quelle affiliation il appartient. Et tout ça, on va le faire de façon semi-automatique ou automatique. Et du coup, on n'est pas exempt d'erreurs et de manques. Et finalement, les bibliomètres ou même les rankings qui vont pouvoir utiliser ces plateformes, ces bases de données. Certains classements vont utiliser directement les plateformes analytiques comme Cival pour Scopus et Insights pour Web of Science, mais il y en a d'autres, par exemple l'OST en France, qui va acquérir les données brutes, qui va pouvoir les formater lui-même. Et du coup, on peut rapidement imaginer que les résultats ne vont pas être tout à fait les mêmes, puisque les méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes. Quelques exemples pour montrer, ça c'est des notices issues de Scopus, ça a été fait au niveau de, ça c'est très vieux, au niveau de 2016. Vous voyez là, il y a une publication dans laquelle nous avons 5 affiliations. Et sur les 5, on peut deviner qu'il y a 3 Marocains. Donc, Ibn Zohr d'Agadir, Mohamed Ier d'Oujda et Qnetra. Et même l'auteur qui a soumis la publication, Rachid Selri, qu'on connaît très bien, est marocain, Ibn Zohr. Or, au niveau analytique de la base de données Scopus, cette publication n'appartient pas du tout au Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc n'est pas écrit à sa place. Donc, on peut imaginer comment les choses se sont faites. C'est une publication qui a été citée en 2016 8 fois. Aujourd'hui, elle est bien plus citée. Et donc, on a tout simplement perdu une publication qui peut être très intéressante sur un sujet qui est très intéressant, celui de l'oxydation des matériaux. Deuxième exemple, ça c'est une publication qui est de Abdelmalek Saadi de Tétouan. Il n'y a pas du tout la mention du pays et c'est une publication très intéressante qui parle d'ADN, déjà citée 64 fois et qui est tout simplement perdue. Et donc tout ça, des publications par-ci par-là, font qu'une bonne partie de la visibilité nationale est perdue. Donc tout ça, ça nous a mené à inscrire ce projet dans la stratégie du CNRST 2018-2022 pour qu'on puisse mettre à la disposition des institutions nationales notre cumul de savoir-faire et puis essayer de généraliser les meilleures pratiques. Donc le projet, il peut être schématisé de façon très simple. Nous sommes partis du constat que la visibilité nationale, scientifique ou autre, est la somme des visibilités des secteurs, mais aussi des institutions. Nous avons accumulé un savoir-faire. Nous avons souhaité épargner à tout le monde de recréer la roue pour qu'on puisse d'abord partager ce qu'on sait faire, mais aussi apprendre des expériences. Je sais qu'au niveau de certaines universités, par exemple Marrakech ou Rabat, il y a des initiatives extraordinaires, ils sont déjà bien avancés, même à l'IUR aussi, ça je le sais. Mais en même temps, nous avons aussi une autre expérience très intéressante sur les bases de données. En tout cas, le projet devait agir d'abord sur l'entité principale qui est le chercheur, ensuite sur l'institution, et puis capitaliser tout ça sous forme de règles, de standards à adapter, mais généraliser à toutes les structures nationales. Comme on ne pouvait pas agir directement sur le chercheur, on a commencé par les institutions, puisqu'on agit directement sur les bases de données bibliographiques, et on a pu sensibiliser certaines structures qui ont travaillé avec nous et ont fourni du matériel, des outils pour qu'on puisse aussi sensibiliser en parallèle les chercheurs. Alors, sur la question de la pérennisation et les normes de signature, bien sûr, nous suivons et nous faisons les benchmarks de toutes les initiatives internationales. Nous savons aussi qu'il y a pas mal de structures, par exemple celle de STAT, j'ai eu l'information, j'ai appris tous les efforts qu'ils font, à Rabat aussi, et FASC, tout le monde se met là-dessus. Maintenant, il s'agit vraiment de
canaliser tout ça et de trouver le bon compromis entre vraiment traduire une affiliation assez représentative, mais aussi qui va subir le moins de déperdition possible dans le processus de l'affiliation. Concrètement, nous avons pu signer et concrétiser des collaborations très tôt avec l'USEMBA de Fès. Vous allez voir que l'expérience avec Fès a duré trop longtemps et qu'elle a bénéficié, par exemple, la CNETRA qui est venue par la suite. Parce qu'au début, le process a commencé d'une certaine façon et a fini autrement. Et maintenant, nous avons aussi avec nous Tétouan, Mknas, Bnimla, Stat et Jdida qui sont dans le pipe. Donc, il y a des équipes déjà formées au niveau avec Silmoumni, c'est Zaid, c'est Raqi, c'est Fli, c'est Sahabi qui sont aujourd'hui tout à fait prêtes à commencer ce travail. Alors, juste un rappel, au niveau de Scopus, nous avons commencé avec des fichiers très volumineux. Il fallait vraiment aller chercher toutes les variantes, toutes les possibilités. Il fallait remplir un document Excel. Et ça a été, on l'avait expérimenté avec Fès. En cours de route, Scopus a changé sa façon de faire. Donc, il y a eu développement à l'occasion d'un outil que Lucia va essayer d'expliquer davantage sur les profils institutionnels, mais aussi sur les auteurs. Nous avons peut-être été les premiers au niveau mondial à avoir utilisé ce IPW. Cet outil est très intéressant, il ne permet pas tout, mais il permet de faire beaucoup de choses. Vous allez le voir lorsqu'on va voir les résultats. Donc les résultats qu'on a eus, vous voyez là, ici, l'USEMBA de Fès et CNETRA, la différence d'amélioration peut être expliquée, vous le voyez ici, nous avons commencé avec Fès depuis le juin 2018 et ce 76%, il a été relevé juste une année et quelques après. Pourquoi? Parce que Fès, on a dû expérimenter pas mal de façons de faire. Avec CNETRA, ça a été relativement rapide parce qu'on a pu capitaliser sur la première expérience et nous avons quand même un résultat très, très satisfaisant. Concrètement, ça s'est traduit par des choses qu'on n'aurait même pas espérées. C'est des résultats très spectaculaires. Par exemple, Sid Mohamed Abdallah, qui est remonté pour la première fois, première au niveau national, au niveau du TH 2020, loin devant les autres universités nationales. Et le deuxième ranking, c'est celui de THE, mais sur l'aspect impact. C'est le seul d'ailleurs qui mesure l'impact des universités par rapport aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, vous voyez que Ibn Tufayl de CNETRA, elle est largement devant, ce qui dénote d'abord du travail qui a été fait, mais surtout du dynamisme de l'équipe qui a été constituée à l'occasion. Donc, je salue Sil Helwi, Saïda à l'occasion. Voilà, donc pour ne plus tarder, je laisse la parole à Lucia et à vos questions qu'on pourrait discuter vers la fin de la séance. Merci. Thank you, Hisham. I'm going to stop your sharing and I will also share my screen. All right. Before we continue, I just want to share a few of the housekeeping that we will be doing in the session. So first of all, just to let you know that the session is being recorded and that all the attendees will automatically receive a link to this video. So I've seen there's been questions already asked about this, but yes, you will be able to receive the recording.
As you know, everybody has been muted, but you are still welcome to ask your questions. If you can just add those in the Q&A feature on the screen. And at the end of the presentation, we will look at some of the, we will try to answer some of the questions if we cannot answer all of them. But for the questions that we are not able to answer during the session, please add your name and your email address, then we can come back to you and answer your questions. Right, so I wanted to start with a little bit of an introduction to talking about affiliation profiles and about author profiles. And although I don't speak French, I think Hisham has covered a lot of this. So I'm just asking apologies if this is some of this is a repetition. But I think it's always important, you know, when we're talking about visibility, and the essence of the session is about how universities can leverage Scopus to increase their visibility. It is necessary to just think about, why are we talking about visibility? What is the significance of visibility for universities? And of course, this differs from university to university. But it really boils down to the rapid growth of international higher education system, where universities are really under pressure and having to compete in a very limited pool of talent and of funding. So this is, visibility is important to show the prestige of a university. It acts as a mirror of the university's international standing as well. And it contributes to more effective resource capture. So the more visible universities are, the more able they are to attract good students, funding, projects, international students as well. So of course, all of these aspects are reflected by the rankings, and it really makes the rankings extremely important for visibility. And just to give an idea of the scope of the ranking landscape, the table here shows that there are 19 different rankings. This is not the entire list. And all of them vary in approaches and goals. Some of the rankings focus on academic performance, like Shanghai and US News. But then there are broader rankings, of course, like QS and Times Higher Education, that don't only measure academic performance, but they go also beyond that. So Elsevier with Scopus data are supporting some of the important rankings that they're supporting is Times Higher Education, QS ranking, US News and World Report. The Shanghai ranking, a part of that ranking is also coming from Scopus data. And then some others that are not on this specific list. So one of the important rankings, of course, is the World University ranking that is done by Times Higher Education, which measures 5 areas: teaching, research, citations, international outlook, and knowledge transfer. 13 indicators are used in total. And a large number of the indicators looking at research productivity, looking at citations, and looking at international collaboration. Those are coming from Scopus data, directly from Scopus data. So we'll look more into these in detail, and it's important to take note of the high importance that these metrics play within the rankings, because this also gives you an idea of how to leverage Scopus effectively to enhance rankings. So looking at the specific metrics that are provided to the Times Higher Education ranking, you will see under research productivity, it uses the Scopus number of publications per author, which is scaled for institutional size, and it's also normalized by subject. Under citations, uses a normalized citation count. So the citations from the preceding 5 years, including the 5 years of the review period of the ranking, is counted, and then it is normalized for subject, publication date, and type of publication. And this is the field-weighted citation impact.
Under international collaboration, the proportion of the journals in Scopus that have at least one international co-author is then used, and this is also normalized for the institution's subject mix. A very important factor is how does the ranking organizations know which documents belong to which institution, and this is going to be an important topic that we're going to address. Because especially when institutions consist of many institutes, research centers, hospitals, so this is based on the affiliation information in Scopus, and it's important to make sure that the information then in Scopus is accurate. So you can see that it is vitally important that the affiliation information in Scopus needs to be accurate to ensure that the institution's publications, their citations, and their collaborations are counted correctly. And we support Times Higher Education in doing this. For instance, when corrections need to be made to an affiliation, when profiles need to be merged or split, because this can also ensure that the information is not correctly mapped. So these have to be then fixed. And also we have now provided a institutional profile wizard, which I think was mentioned earlier. And I'll go into how this institutional profile wizard then helps to get feedback to Scopus and be able to fix the affiliation profiles. So another important ranking is QS World University ranking, of course, and this ranking ranks the top 1,000 universities in the world. So institutions can't apply for QS ranking. They make the selection themselves, and they look at academic reputation, employer reputation, faculty and student ratio. But then again, you see that citations play also a very big role, which is coming then from the Scopus data. So here again, this can only be counted correctly if the affiliation profiles are in order. I also saw a mention to the impact ranking. So this is also by Times Higher Education. It started in 2019, and the ranking measures university performance against their contribution to the United Nations Sustainability Goals. So each SDG is evaluated in 3 categories. It uses research information, outreach that is done by the university, as well as stewardship. And the research component is provided by Elsevier using Scopus data. And what this looks like, the Scopus data used for each of the ranking varies from SDG to SDG. So for instance, you can see in the case of SDG 5 there on gender equality, it uses the Scopus site score, which is similar to the impact factor, as well as the number of female authored papers. And then for SDG 4 on education, for example, it looks at Scopus downloads as well as site score. So also, once again, a lot of this data being captured directly from Scopus, which has a wide-ranging, an effect or impact directly for the universities as they are reflected in Scopus. So, sorry, I forgot to show those, but these are then the citation and publication-related indicators that are pulled out of Scopus. Okay, so just to recap here before we go on is to say that university rankings are very useful vehicles to enhance visibility. It's important that the rankings such as Times Higher Education and the impact rankings are really taken into account, and particularly in terms of the citation information, which is taken then from Scopus. We have also mentioned that the rankings are dependent on accurate affiliation information. So next we will talk about a bit about what Scopus is, to give
everybody is not so familiar with Scopus, so just to give an introduction to what Scopus is, and then what is the significance of the author profiles in Scopus? Because, of course, university performance is built on the performance of individual researchers. So I'll hand over to Nadine for this part, and then I'll come back and we'll talk deeply about how the institutional affiliation profiles, how we can address those. So I'll stop sharing, Nadine, and you can share your screen. Yes. Thank you very much, Lucia. I will start my presentation in 1 second. Just let me know if you can see full screen or presenter view. We can see full view. Perfect. Bonjour tout le monde. Je vais présenter cette partie en français. Merci pour votre présence, votre participation. Donc, pour adresser le sujet de la visibilité à travers Scopus, allons faire, premièrement sur qu'est-ce qu'est Scopus et de quoi s'agit Scopus. Donc, Scopus, c'est une base de données d'indexation et de citation de tout ce qui est littérature évaluée par les pairs. Sur Scopus, vous pouvez trouver plus de 5000 d'éditeurs, plus de 78 millions de documents, plus de 70 000 d'affiliations, de profils d'affiliation et plus de 16 millions de profils d'auteurs. Sur Scopus, vous pouvez utiliser ces données et ces data pour identifier et analyser les revues à lire et à considérer pour publier. Vous pouvez suivre et évaluer l'impact des chercheurs. Vous pouvez décider avec qui collaborer, avec quel auteur, avec quelle institution ou affiliation et dans quel pays. Vous pouvez aussi sûrement suivre l'impact de la recherche et aussi surveiller les tendances dans le monde de la recherche scientifique. Vous pouvez bien sûr savoir et évaluer, déterminer les recherches concurrentielles et vous pouvez aussi déterminer le sujet dans lequel vous pouvez considérer une recherche ou bien pour publier. Donc, à travers Scopus, vous pouvez vous différencier et trouver des nouvelles idées. En raison de la taille, il est possible d'utiliser Scopus pour obtenir un aperçu mondial de la littérature scientifique et par conséquent utilisé par l'organisation de classement comme étant représentatif de la production mondiale. En raison de la façon unique dont les références, auteurs et leurs affiliations sont liées, vous permet non seulement de trouver les sources, comme revues, livres, actes de conférences, mais aussi vous trouvez également des profils d'auteurs, des profils de toutes les institutions et des profils de revues. Donc, c'est qui décide l'indexation des revues sur Scopus? C'est un comité indépendant d'experts qui sont partout dans le monde, qui sélectionnent les documents qui sont aujourd'hui indexés sur Scopus. Dans le monde entier, il y a plus de 100 000 titres actifs universitaires, dont 43 000 sont évalués par les pairs, dont plus de 23 000 sont indexés sur Scopus. Donc, vous pouvez trouver des titres sur Scopus qui font 50% de tous les titres évalués par les pairs dans le monde. Donc, c'est une couverture de haute qualité à travers la sélection des comités indépendants, c'est Content Selection and Advisory Board, qu'on appelle CSAB. C'est un comité indépendant avec des critères transparents que vous pouvez à tout moment trouver sur le site d'Elsevier. Et
ces critères transparents sont utilisés pour la sélection des documents et des revues indexées sur Scopus. Donc, la structure de la base de données de Scopus vous permet d'avoir plus de 70 millions d'articles, plus de 70 000 d'affiliations et plus de 12 millions de profils d'auteurs. Ce modèle de données relationnelles signifie que Scopus peut vous dire qui recherche quoi dans la littérature mondiale avec une plus grande précision que n'importe qui d'autre. Comme mentionné, la mesure de l'impact est influencée par les données de la source, des titres, et aussi c'est important de savoir qu'est-ce qui est inclus sur Scopus. Donc, premièrement, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de types de contenus qui sont couverts sur Scopus, des revues, des actes de conférences, des livres et des séries de livres. Donc, il y a plus de 9 millions de documents open access, accès libre. Il y a plus de 5500 de revues Gold Open Access. Il y a aussi les multidisciplinaires, les revues, les documents multidisciplinaires qui couvrent les sciences physiques, les sciences de santé, les sciences sociales et les sciences de vie. Vous pouvez aussi trouver des documents dans des différentes langues, plus de 40 différentes langues sur Scopus qui sont mis à jour quotidiennement. Et aussi, vous pouvez trouver des types de contenus régionaux, comme j'ai dit, des revues, des actes de conférences, des livres et des séries de livres. Sur la page d'accueil de Scopus, vous pouvez trouver, bien sûr, après accéder au compte sous l'abonnement de l'EMIST, vous pouvez trouver cette page ou bien cette capture d'écran sur votre page d'accueil où vous pouvez faire une recherche à travers plusieurs types, c'est-à-dire aussi quand vous voyez, vous pouvez chercher à travers, par document, par auteur, par affiliation et vous pouvez aussi faire des recherches advanced, c'est-à-dire quand vous cliquez sur Advanced, vous pouvez avoir cette barre de recherche où vous mettez une chaîne de recherche code comme c'est expliqué sur le Help Support sur Scopus. Pour avoir plus d'informations, s'il vous plaît, visitez cette partie sur les query string ou bien les chaînes de recherche en utilisant les codes spécifiques pour faire des recherches plus affinées, plus ciblées. Allons-y sur les profils d'auteurs, les corrections et ORCID. Ce qui aussi aide les auteurs pour une meilleure visibilité. Donc, le profil d'auteur, c'est le premier but est de augmenter la visibilité, améliorer la visibilité. Et les étapes pour faire cela commencent par la vérification quotidienne et de jour en jour sur le profil de l'auteur et d'organiser les données et les informations sur le profil de l'auteur. OK, donc comment faire cela? Donc, premièrement, je dois vérifier mon compte, mon profil sur Scopus pour s'assurer que toutes les publications, tous les documents que j'ai publiés dans les journaux, les revues indexées sur Scopus sont liés à mon profil. Je peux aussi faire cela à travers lier mon profil à un ORCID et on va parler sur l'ORCID plus tard. Donc, les profils de chercheurs et d'institutions. Votre profil d'auteur sur Scopus, créé automatiquement par Scopus, présente divers indicateurs, y compris le nombre de citations,
l'historique des publications et l'indice H. Ces paramètres peuvent être utilisés pour la permanence, le financement et pour d'autres décisions basées sur la performance de la recherche. Par conséquent, il est important de s'assurer que votre profil reflète correctement vos informations. Et malgré la sophistication du profilage algorithmique utilisé par Scopus, les algorithmes ne peuvent pas toujours faire correspondre tous les documents à un seul profil avec une précision de 100%. Pourquoi? Parce que l'assistant Scopus Author Feedback vous permet... c'est pourquoi l'assistant Scopus Author Feedback vous permet de consulter votre profil Scopus et de faire émettre vos commentaires et de soumettre vos commentaires. Vous pouvez voir sur cette diapositive un diagramme. Ce diagramme montre comment l'algorithme fonctionne. L'article est saisi dans le système et puis un profil temporaire est créé. Ensuite, il passe par des étapes par lesquelles le système essaye de faire correspondre la publication à un auteur en tenant compte des différentes valeurs. Donc, telles que le nom, l'email, l'affiliation, les co-auteurs, les citations, etc., etc. Par exemple, si une correspondance est établie, l'identifiant, le ID temporaire, est fusionné avec celui existant. Et s'il ne peut pas être mis en correspondance, une entité distincte est créée qui peut être manipulée manuellement. OK. Pourquoi on a besoin de soumettre nos commentaires? Why do we need the feedback in some cases? Parce qu'il y a des variations des métadonnées d'entrée reçues des éditeurs, auteurs, avec des noms à haute fréquence, publiant dans les mêmes domaines, la même institution et le même département. Aussi parce qu'il y a des fois l'auteur changeant le domaine dans lequel il publie, l'auteur des fois passe à une autre affiliation. Les femmes auteurs qui publient dans le champ de la recherche scientifique changent de nom de famille lors du mariage. Et alors, comme ça, une confusion se passe sur Scopus de nom de son nom avant mariage à son nom après mariage. Donc, il y aura des variations. Aussi, la publication d'auteurs avec une nouvelle variante de nom, peut-être de l'affiliation, ou bien il n'y a pas une cohérence du nom. Ça peut aussi causer des variations. C'est pourquoi on a besoin de faire les corrections dans notre profil d'auteur. Alors, quels sont les types de corrections? Premièrement, merges, fusion, c'est-à-dire combinaison de deux profils d'auteur au plus et mise à jour des articles Scopus associés également. Aussi, splits, c'est-à-dire fractionnement, séparation d'articles d'un profil d'auteur à un autre profil d'auteur existant ou nouveau. Aussi, detail mistakes, c'est-à-dire erreur de détail, c'est-à-dire changement de nom, email, du profil de l'auteur, etc. Vous pouvez aussi avoir un autre type de correction comme add missing content, c'est-à-dire ajouter un contenu manquant basé sur les directives de Scopus et Scopus Content Coverage Guidelines. Il est important que les chercheurs affilient et adhèrent correctement leurs publications afin qu'elles puissent être prises en compte pour le classement. Donc, il y a l'assistant de profil d'auteur qui permet aux auteurs d'effectuer facilement des corrections. Comme vous voyez sur cette diapositive, vous pouvez
voilà, fixer votre nom préféré, faire les fusions, ajouter ou supprimer des documents et mettre à jour l'affiliation. Et c'est une fonction très récente sur Scopus, Author Profile Corrections. Vous pouvez à tout moment faire un ajustement manuel des profils d'auteur. Par exemple, vous faites une recherche sur votre nom, vous trouvez qu'il y a plusieurs voilà, profils d'auteur. Vous sélectionnez les profils qui vous correspondent et puis vous tapez sur Request to merge authors. Ensuite, vous allez, en tapant sur cela, vous allez envoyer comme ça une requête ou une demande à l'équipe de Scopus à Elsevier pour vérifier votre demande et pour l'exécuter au cas où elle est valable. Vous pouvez aussi, sur votre profil d'auteur, directement taper sur Request Author Detail Correction pour changer n'importe quel détail que vous voulez changer. Vous pouvez aussi View Potential Author Matches, taper sur celui-là pour avoir les autres profils qui peuvent être similaires au vôtre. Et de cette manière, vous pouvez aussi demander la fusion de ces profils. Donc, vous avez, voilà, 3 manières pour fusionner plusieurs profils ou bien pour corriger votre profil sur Scopus. Ici, on a un exemple de l'auteur. Bien sûr, vous connaissez M. Tedros Ghebreyesus de l'Organisation mondiale de la santé. Ici, il y a 2 profils. Dont le premier a 42 documents publiés, le deuxième un seul. Donc, on peut voilà, cliquer les deux ensemble et fusionner les deux dans un seul profil pour avoir une meilleure visibilité. Comment faire l'enregistrement sur ORCID à travers Scopus? Donc, c'est quoi ORCID? On va expliquer ça plus tard, mais avant cela, vous pouvez faire l'enregistrement sur ORCID d'après Scopus en tapant sur Add to ORCID. Donc, vous allez directement sur votre profil d'auteur sur Scopus et vous pouvez voilà, ajouter votre profil à l'identifiant ORCID, ou bien vous pouvez le faire aussi d'après le site d'ORCID. Donc, c'est faisable dans les 2 cas. OK. Donc, pourquoi on vous recommande d'enregistrer sur ORCID, d'avoir un identifiant ORCID sur votre profil? Parce que ORCID vise à résoudre le problème de l'ambiguïté du nom dans la recherche et les communications suivantes, bien sûr, en créant un registre central des identifiants uniques. Donc, c'est un identifiant unique pour chaque chercheur. Par exemple, si il y a des auteurs qui ont le même nom ou bien des noms similaires, comme ici Dr. Smith, ou bien des chercheurs qui publient avec des variations de noms, c'est-à-dire une fois vous avez publié avec votre prénom, ou bien prénom et nom, ou bien non seulement, ou bien voilà l'initiale de votre prénom et nom. Donc, et tous ces noms sont correspondent à un seul chercheur. Donc, au lieu d'avoir plusieurs variations, donc on peut les regrouper ensemble avec un identifiant unique à travers ORCID.
Vous pouvez faire l'enregistrement aussi sur Orchid, comme je vous ai mentionné. Donc, vous allez sur Orchid, vous inscrivez avec un nouveau compte, vous mettez vos correspondances, vos coordonnées, et puis vous avez voilà l'identifiant Orchid que vous pouvez lier à Scopus à travers le site de l'Orchid, comme voilà montré sur la diapositive. Donc, c'est quoi Orchid? What is the solution Orchid? Orchid, Original Researcher Contributor ID, fournit un identifiant numérique persistant qui vous distingue de tous les autres chercheurs et grâce à l'intégration dans des flux de recherche clés tels que la soumission de manuscrits et de subventions, prend en charge des liens automatisés entre vous et vos activités professionnelles. Donc, vous garantir la reconnaissance de votre travail. Comme mentionné précédemment, un bon identifiant doit répondre à 3 points principaux. Premièrement, l'identifiant unique, ça doit être unique et numérique pour éviter les variations et les similarités entre les auteurs. Aussi, il doit lier les publications pour créer un profil et il doit vérifier la propriété. Donc, avec Orchid, vous allez avoir ces 3 choses. How Elsevier is involved with Orchid? Comment Elsevier est engagé avec Orchid? Elsevier est l'un des sponsors de l'industrie de l'initiative Orchid et représenté au conseil d'administration EVIS ou bien EES, qui est Elsevier Editorial System, le système éditorial d'Elsevier, et il est intégré à Orchid pour capturer et attribuer des orchides, des identifiants orchides, au moment de la soumission sur Scopus. Donc, il permet aux utilisateurs d'importer des documents de Scopus vers Orchid ou vice-versa et possède d'autres fonctionnalités liées à Orchid. Donc, vous pouvez faire un ajout à Orchid sur la page de profil de l'auteur. Vous pouvez avoir aussi Orchid qui apparaît sur la page profil de l'auteur. Et vous pouvez rechercher sur Orchid. Et vous pouvez aussi faire des corrections liées à Scopus. Donc, le but d'avoir Orchid sur Scopus et lier Orchid au profil de l'auteur et d'assurer l'interopérabilité entre Orchid, Scopus, Author ID, s'assurer que les données Orchid améliorent la qualité des profils d'auteur sur Scopus et activer l'utilisation des Orchid lors de la soumission du manuscrit. Donc, pour résumer, un profil d'auteur correct améliore la visibilité individuelle du chercheur, veille à ce que toutes les publications et citations des auteurs soient compatibilisées pour l'institution concernée et contribue collectivement à l'amélioration du classement. Alors, je crois que voilà, j'ai terminé ma partie. Lucia, I've just finished my part. And back to you. Thank you, Nadine. I'm sharing my screen again. Can you see my screen? Yes. Right. So as we mentioned before, the rankings are really dependent on accurate affiliation information, and the documents in Scopus are linked to an affiliation profile, much in the same way as the author profiles. So I hope you can see on the screen, but as it shows in step 2,
it indicates that a matching algorithm again is used. So the document, when it enters Scopus, is matched to an existing affiliation profile. If none exists, then one will be created. And then you can see in step 3, all the name variants are captured, which are then built back into the algorithm, so that when a publication comes into Scopus again, that the algorithm will more accurately be able to match the publication to the correct affiliation profile. So what we mean by this is, by the name variants, is as publishers and as authors use different formats of the institutional name. So you can see in this example is University of Amsterdam, which is abbreviated sometimes to just UNIF Amsterdam, UNIF of AMS, UNIF of Amsterdam. So it is really a very, very wide variety of name formats for institutions and very abbreviated that are sometimes used by authors and also by the publishers, used on the publications when they are published. So these play an important role, and they are added to the profile and added to the algorithm so that when publications come into Scopus, that we can also match them on these abbreviations. And then on the right-hand side, in the institutional database, then a hierarchy is built based on the information that is provided in the address field of the publication information. So a hierarchy is built to link all these institutes, departments, faculties, centers, hospitals, all linked to a main umbrella institution. And it is important for us to keep this hierarchy instead of just merging all the documents into one profile, because it allows Scopus to analyze and to do wide-scale analysis on a global level, on a granular level. So when we want to do an analysis on what is the contribution of hospitals, for instance, then we can still select hospitals as an affiliation entity and do a wide assessment on them, or do a wide analysis on them. Right, so this is a very simplified image demonstration of how institutional profiles are then handled when a publication comes into Scopus. But this step is really important, as we mentioned before. It's so important for Times Higher Education that they have issued a statement to all universities that apply for ranking to make use of the institutional profile wizard, which is in Scopus. It became available in Scopus in 2018 to make the corrections. And then also note right at the bottom is an indication that all the corrections for Times Higher Education ranking needs to be completed by the end of March every year. Right. So I think we mentioned this before. I think Hisham mentioned this, that in collaboration with IMIS, the first affiliation profile was started to be corrected around 2018. And although we cannot be 100% sure, of course, of this link, it does seem that it has been very successful. So I won't go more into this because we have addressed this. So to correct an affiliation profile, we have the institutional profile wizard. And how it works is that universities need to apply and to nominate administrators who will be responsible for making the corrections on behalf of the university. So here there are a few things to keep in mind. Firstly is that IPW, which is short for the wizard, is restricted to users of that specific institution. So the administrator that is nominated actually has to belong to the institution. Normally, there can be no more than 3 users per institution that are nominated to take care
of the corrections, and the selected administrators from each organization. They need to be familiar with Scopus. So they must understand how Scopus works. They must also have knowledge, of course, of the organization's hierarchical structure. And they must have knowledge of all the campuses and satellite locations and the names that are known about these various institutes. So these are just a few of the things that, you know, that need to be kept in mind. This is a very responsible function to perform on behalf of the university. And we also require that we enter into a contract with a university for these specific administrators then that will take care of this functionality. So in order to start the process, you can contact myself, or you can email as on the email provided on the screen if you want to nominate administrators. So we provide a form that needs to be completed with the names of the administrator, the name, the user name on Scopus, and the password. So the administrator needs to be an active user within Scopus to be able to be added as an administrator. And then once all of these processes are done, the form is complete, it has gone back to the institutional profile team, they've acted it, you will find that there will be a button that appears on the affiliation details page of the institution. So shown here on the right-hand side of the screen. And once this button appears on your screen, you'll be able to start doing the corrections for the profile. Right. So what will you be able to do with the wizard? So first of all, you'll be able to review and modify the hierarchy of the university. So what is shown in the screen at the moment is an example, and all of these institutes or sub-affiliations, they can be moved around according to the hierarchy that is more correct. So you can determine what is the hierarchy. Each of the affiliations listed here already have documents within them. So if one of these affiliations do not belong to the institution, so this is one of the things, so when you're looking at the hierarchy of your institution, you might notice that an affiliation has been added to your profile that does not belong to your university. So this can be deleted. But if you want to, but you cannot delete an affiliation that does belong to your institution, because those will remove the documents then from your profile. So we of course provide training along with this. So we have a session together to just look at the practical side of how to use the wizard. Once a change has been made, it will also go, it's not dynamic, so it will go to the Scopus affiliation team, and they will review all the changes that were asked within the wizard. And if there's something within the changes that does not make sense to them, they will go back to they will send you an email and ask then for an explanation to understand why has this change been made. So the next thing that you will be able to do is to review and to modify the details that we have captured. Not only for the main affiliation, but also for the sub-affiliations then. So you can provide the accurate web address, the preferred name of the institution, who the contact people is, the address, and the address also plays an important role, because when a search is done in Scopus for an affiliation, it also searches in the address field of that affiliation. Right. Then, of course, you will be able to identify if there are any incorrect information
say, I saw in some of the previous example, there was one where the country was incorrectly linked to a publication, and then this can also be changed here. You can also create a new affiliation profile. And this would be then if a new center is opened or a hospital is linked to the institution, a new research center, for instance, then a new affiliation profile can then be created. So it is not possible to create a structure or a hierarchy that is independent of the publications that are already in Scopus. So it is only the affiliations where there are already publications linked to an affiliation. They can be, the hierarchy of them can be changed. And when there are publications coming into Scopus or that are being published that belong to an institute or a research center at the university, which doesn't exist yet in Scopus, then that new affiliation profile can then also be created. Okay, so to recap on this then, so we have mentioned that the rankings are important, that affiliations are extremely important, and that the institutional profile wizard then can be used to make those corrections. And then the first step to do that would be that the form must be submitted to nominate the administrators that will take care of that. And that form also needs to be signed by the university management. So besides making sure that the profiles, the affiliation profiles, the author profiles are up to date, Scopus, as well as SciVal, provides several other features as well that help you to enhance visibility. So as mentioned, Scopus.com indexes more than 24,000 journals. It's a big data set of publications. It also provides citation information, research indicators such as H-index, site score for journals. And then SciVal is an advanced analytical and a visualization tool that is built on top of, it's based on Scopus data, which allows further analysis. So the number one best practice is, of course, to use Scopus then to monitor, you have access to that, so to monitor performance and to analyze and determine research strengths and weaknesses. A lot of information is aggregated on the affiliation detail page, as you've seen. So there's the subject total document counts, there's the list of authors, the list of there's citation information, there's co-author affiliation information, there's subject distribution. And then on the right, you can see that this information can then be further analyzed using an analyzer, which you can go deeper into each of these metrics that's available. Which is all dynamic and interactive, so you can really dive really deep into there. So this also then allows you to determine trends and patterns of publications within the institution. A second best practice, and this is one of the strongest determinants of research performance, is international collaboration. So in the graph here, you can see what is the correlation between international collaboration. So those publications which have at least one international co-author, and the field-weighted citation impact, which is the citation score, but normalized over subjects. And the field-weighted citation impact is the single most important indicator that plays a role in the rankings that we have discussed earlier. Another best practice is, of course, to publish in good quality journals. So Scopus not only provides a list of such journals, all 24,000 journals have gone through a selection process, and it provides several tools that help researchers find journals
Shown in the top left image here, you can see how to find journals by subject area, and then a list is provided of the journals, but then ranked according to the site score. And the site score, I'm sure you're familiar with the impact factor. The site score is basically the Scopus impact factor, and it uses the same, a very similar methodology, which is an average number of citations per article within that journal. So it allows researchers to evaluate what is the quality of the journal based on the citations they have received. Then, sorry, that was on the left. On the right, Scopus also allows you to compare journals. So it's showing here some of the well-known journals like Nature, New England Journal of Medicine, Lancet, etc. But it shows you what is the comparison between journals based on their citation score. And if needed, you can also use normalized journal metrics that are available in Scopus if you need to compare journals across subject areas. And then finally, it's very useful to benchmark, of course, and to understand how the performance of the institution relates to peer institutions, and it allows you to identify strengths and weaknesses, productivity, impact, the collaboration, the journal quality, to benchmark across all of these variants to really understand the university's performance and build strategy upon that. So this brings us to the end of the overview of how Scopus empowers visibility. So we started to say that visibility is important, that rankings are really important also as a vehicle for that visibility, and that Scopus and Cybele can be leveraged in terms of supporting this. We covered the Scopus author profile, which is basically the most fundamental aspect of that, because authors, the individual authors, constitute what the university output looks like in the end. We looked at affiliation profiles, which are very important as well, and then some of the best practices in terms of monitoring performance, carefully selecting journals, focusing on international collaboration and benchmarking. So thank you very much. I will conclude with this, and then I hand back to Nadine, and she will moderate some of the questions. We still have a few minutes, so we can answer a few questions. Mm-hmm. Thank you, Lucia, for the comprehensive presentation on institutional profiles. So I've answered a couple of questions on the Q&A, and I would like also to, together with you, Lucia, to answer a few more. So a question on the open access and its impact on visibility, and if we should favor it. And by we, I'm speaking on behalf of the question sender. Mm-hmm. Yes, thank you for that question. It's a very broad question. It's a bit out of scope of the specific session, but yes, indeed, open access is a very good strategy to make research very accessible. It's still important to remember that open access, it can really only be leveraged if the journal is also visible. So open access by itself is not going to do everything that you needed to do, but if the open access journals are also indexed in international indexes, then it increases that visibility, of course. So in Scopus, we make no distinction between subscription and open access journals. We have more than 8,000 open access journals in Scopus. So yes, it can play a role, but those journals need to be visible, of course. Mm-hmm. So I hope that answers the question. Mm-hmm. I hope so too. So for the next question in French, comment ça influence les classements? C'est-à-dire comment les profils d'auteurs organisés, fusionnés, ça influence les classements. Donc bien sûr, les profils d'auteurs collectivement qui sont bien organisés et fusionnés permettent une meilleure visibilité pour l'auteur lui-même et son travail, ainsi que la visibilité aussi de son affiliation et éventuellement son pays aussi.
Donc, une meilleure visibilité sur l'affiliation, l'institution, l'université va permettre à cette université d'être éligible pour les critères des classements. Alors, être plus éligible pour les critères de classement et éventuellement, ça permet de créer une meilleure visibilité pour l'université, l'institution, l'affiliation ou l'auteur et aussi pour le pays. For you, Lucia, this question: to what extent is the algorithm used precise? Do we have any numbers for Moroccan author profiles for a correction, to do corrections, and how to clean these profiles? Mm-hmm. Okay, so that's a good question. We tried to answer that along the way. We don't have numbers about exactly how correct the algorithm is, but as Nadine explained in the beginning, is that the algorithm is, we actually have a two-step way of creating the profile. So the algorithm is only one part of that. And the algorithm works on a 95% match. So it uses a number of variants. So it uses the author name. Is this about author profiles or affiliation profiles? It's about author profiles. Yes. So it uses the author's name, the author's email address, if it's a corresponding author, the affiliation name, the subject area, the co-authors. There's a number of variants it uses within the algorithm, but it is absolutely accepted that the algorithm cannot be 100% correct. And that is why we have another function where we allow the author then to do the rest of the work in terms of making sure that the author profile is correct. So we don't rely completely on the algorithm, but the algorithm is very unique. It's the only system that uses an algorithm like this so that we can at least match more than 90% of articles to author profiles relatively correctly. I'm not sure, what that number is, but we prefer, how the algorithm works is if it cannot match more than 95%, then it will not merge the publication to that specific author. It will rather create another author profile and then leave it to the author to merge the different profiles together. Because once a publication is merged with an incorrect author, that is a bigger problem than having more than one author profile, right? So I hear the question that there is, what is the number of accuracy? Unfortunately, I can't give you a number for that, but to give you the reassurance that the algorithm is not the only method in terms of determining an author profile. Mm-hmm. And for a paper that was published with two addresses of two universities, 1 and 2, so which one will be counted, will be affiliated? So each of them will be counted for the specific universities. Mm-hmm. So if you publish at the same time for two different universities, mm-hmm. both of them will be counted, but for the different universities. Okay, so the next question is, est-ce que le code ORCID de l'auteur permet de garder les anciens articles en cas de changement d'affiliation, ou il est préférable de créer un ORCID de la nouvelle institution? Okay, so if one author has an ORCID
identifier, and then there was a change in the institution where he became affiliated to. So is it preferable to create another ORCID, or just to have the same one for the two affiliations? Yes, the ORCID is linked to the author and not to the affiliation. So the ORCID number stays the same and stays with the author, irrespective of at which university the author is. And as he moves around, keeps the same ORCID. Yes. Mm-hmm. Okay. Our questions are related mainly to the creation of new institutions profiles and the modification of already existing profiles. In an attempt to create this profile, knowing that there are articles on Scopus that are produced by these institutions, we could not add alternate names, which is a crucial step in profiles creation. How can we find alternate names to create profiles? What is the notion of an alternate name? And what do they allow us to do? If you do not mind, can you demonstrate that on Scopus? This is the question. Yeah, let me first just answer before I go into the demo. So the name variants are determined by the publications that are already used on publications within Scopus. So it's not possible to add additional name variants. Right, so the name variants are basically listed from the publications that are coming into Scopus. If you want to search for those, and those name variants are then indicated. Let me see if I can share my screen. Share. Can you see my screen? Okay, so can I, what institution, let me see. Just, oh, did I select affiliation? No. Sorry, just give me a moment. I entered a little bit too quickly. No problem. That was right. So I have a strange, let me see if I can. I'm having a problem here. Maybe Nadine, can you share your screen and then I can just talk to it? Sorry. Sure. I'll stop sharing. Oh, sorry. Maybe I can use, it seems that there's a problem with Scopus at the moment. Can I can maybe show it on a slide. And I'm trying to open it while you do. Okay. Okay, let's see if I can.
Okay, can you see my screen? Yes. Okay, so this is on the left-hand side. This is an author profile, and you can see other name formats. So these are the other name formats, and these are the name variants that have been captured already for this institution. So it shows you on the affiliation page already a number of the name variants that have been captured. And then when you're using the institutional profile wizard, sorry, let me just find, this is in best practice. So to look for other name variants that might not be here, there's an option here to search. So let me just go back. Maybe it's not on the screen, but they are on this page. There's an option to search also for affiliations. Mm-hmm. And that would also then, there you could use affiliation names that you think that authors might be using. It could even be misspelling, so you can look for them. But unfortunately, you cannot add affiliation variants. Just see if it's on the next page, maybe. No, it is on this page. Right, but perhaps if we could just add in the chat an email address, and then we can come back to you, and we can do a demo when today we are changing the site score metrics from 2018 to 2019. So that is maybe why we can't access Scopus right at the moment to do a demo. But we can contact you and show and arrange for a time to show you how to work with the name variants and make sure that they are all added into the primary structure of the university. Okay. Après la création du profil université, est-il possible de créer un sous-profil au profil de l'institution? Une université est un ensemble d'institutions. Ça va nous permettre d'analyser les SW de l'institution. Je ne suis pas sûre qu'est-ce qui est SW, mais Lucia, can we have a sub-profile under the main profile of the university at the affiliation profile? Can we have a sub-affiliation profile? In other words, because universities are a group of institutions, maybe they mean by this question, under the university there is many faculties. So can we have like sub-profiles under the affiliation profile? Yes, so exactly. So as you can see on the screen here, when we're talking about hierarchy, modifying the hierarchy, this is exactly what we mean. So we prefer not to go down to more than 2 or 3 levels of hierarchy, but here you can see the main profile of the university and then the different schools or departments or faculties or laboratories, or it could be a hospital. So they would be sub-profiles within that hierarchy. Yes. So but this is then based on affiliation names that have already been used on publications. Okay. Are there any prerequisites to have an institutional wizard? I'll try to answer this question and also correct me, Lucia, or add to my answer. So the institutional wizard is moderated by a specific delegate from the institution in collaboration with the consortium and Elsevier. So together with each delegate from each institution, they can correct the
affiliation profiles using this institutional wizard or the IPW. Please, Lucia, add to my answer. Yeah, that's if you see any. perfect. Okay. That's perfect. Is there any relation between publons and orchid? Publon and orchid. I'm not sure what publon is. So, Lucia, if you see the question on the questions and answer box. Yes, I'm not so familiar with publon, so I won't attempt to answer that question. So, yes, unfortunately, I'm not sure exactly how and what link there is between the two. All right. I think the rest of the questions are duplicates. So I guess now we covered, I mean, a good extent of the questions, unless Monsieur Hicham wants to address more. Merci Nadine. Je vais juste faire... vous m'écoutez là? Oui, effectivement. Je vais juste reprendre certaines questions que j'ai vues passer. Donc l'une des questions, je vais répondre en commentaire. Il faut d'abord comprendre que les universités, par rapport au classement, c'est les universités ou les institutions qui postulent pour être classées dans les rankings. Ça, il faut se le rappeler. Et du coup, dès qu'on postule, ça veut dire qu'on se soumet à un certain nombre de règles. Donc, un des paramètres qui influence le classement, c'est la visibilité dans ce genre de base de données. D'où l'intérêt de corriger le corpus de chaque université et donc d'essayer de combler les déficits qui sont naturels. Ce sont des déficits dans les affiliations, dans les noms d'auteurs, dans les erreurs qu'on a pu faire, que ce soit au niveau du chercheur lui-même, au niveau de la revue, au niveau de la base de données et les algorithmes. Vous avez vu que les algorithmes sont relativement performants, mais ils ne sont pas parfaits. Voilà. Et donc, dans cette course, dans cette perspective de visibilité, tous les moyens sont bons pour aller chercher les revues, les chercheurs qui sont invisibles. Deuxième question, comment la correction du profil auteur influence l'université? Tout simplement parce que le profil université ou le profil institution, d'où est-ce qu'on le construit? On le construit à partir d'un élément de base qui est la notice. La notice, dans la notice, nous avons des éléments d'information liés au chercheur et à l'institution. L'institution, on la prend du champ affiliation. Donc, si le chercheur, au niveau du chercheur, on travaille sur la correction et récupérer toutes les publications qui ne sont pas visibles pour le chercheur, bien entendu, cela se répercute sur le profil de l'université. Est-ce que le chercheur devrait le faire lui-même ou quelqu'un devrait le faire à sa place? Disons qu'il y a une façon idéale de faire, c'est que chaque chercheur il est le mieux placé pour connaître son corpus, ses publications. Donc, il est le plus à même d'identifier relativement rapidement les différentes publications dans lesquelles il a pu contribuer et puis de demander à ce qu'il y ait de corrections. Alors, ces corrections, en fonction de la base de données, prennent relativement plus ou moins de temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on a demandé des corrections qu'ils vont être faites automatiquement. Il y a derrière toutes les équipes de data scientists, de vérification qui vont pouvoir authentifier que ce que revendique tel chercheur ou telle institution lui revient effectivement de droit ou pas. Parce que sinon, vous imaginez qu'est-ce qu'on aurait pu avoir si ce n'était pas le cas.
La deuxième façon, c'est que c'est possible au niveau de Scopus que quelqu'un qui est mandaté par l'institution puisse, lorsqu'il a toutes les données disponibles, puisse demander pour tout le monde à récupérer certaines publications. Voilà, il y a une question. Enfin, pour le cas du chercheur de l'OMS, des fois, nous pouvons avoir deux personnes ou plus qui ont à peu près le même nom. Ça s'écrit de la même façon. Ou même si ça ne s'écrit pas de la même façon, parce que l'un ou l'autre a pu faire une erreur, il tombe dans une façon d'écrire le nom de son collègue qui se trouve dans un autre pays. Donc le nom en tant que tel n'est pas suffisant pour différencier entre les auteurs. Il y a d'autres paramètres. Par exemple, lorsqu'on va aller chercher les publications d'un auteur, on va pouvoir vérifier les adresses, les différentes affiliations auxquelles il a appartenu, mais aussi les disciplines, parce qu'on peut trouver le même nom et quelqu'un qui travaille sur les mathématiques et l'autre qui travaille sur les arts and humanities ou autres, et qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que même s'il y a des noms qui se ressemblent, on risque d'avoir également des profils très différents. Une autre question sur est-ce que certaines institutions n'ont pas accès encore à Scopus? Malheureusement, oui. Toutes les structures qui n'appartiennent pas au consortium actuel géré par l'IMIST et le CNRST n'ont malheureusement pas accès aux ressources électroniques du consortium. La solution, c'est qu'il y a deux façons. Soit ces institutions peuvent contracter eux-mêmes avec les prestataires. Sinon, il y a un projet d'élargissement de ce consortium pour qu'on puisse intégrer toutes les institutions qui font de la recherche. Et ça, c'est une question purement administrative et budgétaire. Par contre, il faut que ces institutions, ça serait une bonne chose, qui se manifestent auprès du CNRST ou du ministère, ou les deux, et plutôt le CNRST, pour qu'ils puissent un peu formuler leurs demandes dans ce sens. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre par écrit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hicham. Lucia, do you have anything more to add or any questions to answers? No, I'm fine. Thank you. Thank you very much. OK. Donc, pour conclure et résumer, merci tout le monde pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Je voudrais juste dire que le rôle d'Elsevier est d'aider au renforcement des capacités des chercheurs, des scientifiques, des universitaires. Et notre rôle est aussi de vous sensibiliser sur les classements internationaux et la compétitivité des universités marocaines en vous supportant dans vos différentes démarches de correction des affiliations, qui est une étape cruciale à la réalisation de cet objectif, qui est l'amélioration du classement de votre université. Encore une fois, merci de votre participation et surtout votre implication. Et nous aurons beaucoup d'autres webinaires pour adresser ce sujet. S'il vous plaît, suivez-nous sur notre page Elsevier Africa sur Facebook, sur YouTube, et aussi le site de l'EMIST, bien sûr, pour toutes les annonces des webinaires en collaboration avec Elsevier. Oui, Monsieur Hicham. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Alors, d'abord, pour toutes les personnes inscrites, ils vont recevoir un enregistrement de ce webinaire pour pouvoir revoir, mais aussi partager pour les personnes qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes ici à l'IMIST CNRST à votre disposition pour qu'on puisse
concrétiser davantage les actions pilotes que nous avons pu faire et présenter aujourd'hui et qui sont, comme vous l'avez vu, très, très prometteuses. Donc, nous sommes à votre disposition, et pas que pour les universités publiques, mais aussi privées, mais aussi institutions universitaires. Et Nadine va pouvoir faire une synthèse de toutes les questions. Il y en a certainement certains qu'on n'a pas pu traiter ici en direct. Nous aurons l'occasion d'y répondre après, mais aussi n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous contacter pour d'autres questions que vous aurez oubliées aujourd'hui. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous transmets les remerciements de Madame la directrice et toute l'équipe ici au service V qui se met à votre disposition pour plus tard. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur Hicham. Thank you very much, Lucia. Unfortunately, Zahira has a problem with her internet. She sends you all thanks, and see you all in our next webinar. Lucia, back to you. Everyone. Thank you. Thank you, Elsevier. Merci beaucoup, Monsieur Hicham. Merci, Limiste. Au revoir. Au revoir. Prochaine, Inch'Allah.